C'est un plaisir de vous retrouver. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Voyons ensemble les titres. Retour sur la cérémonie d'ouverture du CIREX, le Salon international des ressources extractives et énergétiques, en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. La première édition est lancée sur le développement durable des industries extractives et énergétiques. Quelle politique et quelle stratégie? Le salon est ouvert jusqu'au 2 décembre et nous en parlons dans ce journal. La traçabilité des armes à feu, 18 agents de forces de défense et de sécurité de la Côte d'Ivoire formés aux procédés internationaux contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, des compétences acquises sur la base de l'expertise du bureau régional d'Interpol et du centre de traitement d'informations policières. Et l'actualité à l'international avec l'Ukraine qui dénonce une nouvelle attaque. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse la Russie d'avoir frappé son infrastructure énergétique avec des bombes à sous-munitions. Au moins 1 million d'Ukrainiens sont privés d'électricité en ce moment alors que les températures tournent autour de 0 degré. Les potentialités minières, pétrolières et énergétiques de l'Afrique au cœur du premier salon international des ressources extractives et énergétiques. Ces réservoirs de croissance sont en phase d'être des piliers majeurs et essentiels du développement durable et inclusif. Ces ressources se présentent alors comme un levier stratégique pour transformer nos économies et améliorer les conditions de vie des populations. Plus de 300 exposants présentent toutes ces potentialités et les potentialités des ressources naturelles à ce salon avec la Norvège, invité d'honneur, et le Nigeria, géant africain du pétrole. Ce salon trace les voies d'une politique et d'une stratégie de développement durable des industries extractives et énergétiques. Retour sur la cérémonie d'ouverture dans ce résumé d'Alexis Ouedraogo. Réserve de minerais, ressources pétrolières et gazières, la Côte d'Ivoire, sous l'impulsion du président Alassane Ouattara, ambitionne de faire du secteur des mines, du pétrole et de l'énergie le nouveau fer de lance de sa croissance. C'est une belle vitrine. Vous voyez, il y a le monde entier qui se trouve aujourd'hui présent en Côte d'Ivoire, montrant aussi tous les progrès qui ont été accomplis en Côte d'Ivoire. Les découvertes, ce n'est pas du jour au lendemain, c'est un processus. Et aujourd'hui, c'est avec fierté que nous pensons que tout ce qui a été entrepris depuis, on est en train de récolter. Ce mercredi, au Parc des Expositions, en présence du chef de l'État, le pays reçoit à guichet fermé plus de 300 exposants et 1500 délégués professionnels venus de 50 pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, après avoir donné un second souffle à l'agriculture de notre pays, vous avez décidé que le temps était venu de mettre également à contribution les ressources naturelles de notre sous-sol. Pays à l'honneur pour cette première édition, le Nigeria et le Royaume de Norvège. Le Royaume de Norvège, 3e exportateur mondial de pétrole et de gaz naturel, se démarque à l'échelle mondiale par la gestion exemplaire de ses ressources naturelles dans le respect des normes environnementales. 98% de son électricité provient de sources renouvelables, principalement de l'hydroélectricité. Au moment où nous inaugurons cette exposition, puisse-t-elle servir de témoignage au potentiel qui naît lorsque des nations et des industries s'unissent autour d'objectifs communs. Je vous invite tous à engager un dialogue franc, à apprendre les uns des autres et à établir des partenariats qui favoriseront l'innovation. À sa suite, le vice-président du Nigeria, ce géant de la production du pétrole sur le continent, ne manque pas de saluer la qualité du leadership du président ivoirien. We appreciate him. We adore him. We value him fundamentally. Monsieur le Président Ouattara, je vous remercie d'avoir organisé cet important dialogue. Je vous assure que le Nigeria est prêt à travailler en partenariat avec vous et à apprendre les uns des autres. Clin d'œil à la tradition, le CIREX met à l'honneur les forgerons de Korogo. Occasion pour l'artisan maître Soro de remettre au président Alassane Ouattara un chef-d'œuvre tiré des précieux minéraux ivoiriens, la Daba de Kony, une reconnaissance aux actions menées. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre présence, qui nous honore une fois de plus, n'a assurément rien de protocolaire. Elle nous confirme encore et sans embâche votre engagement en faveur du progrès des secteurs d'activité et de leurs résultats sur les pays
et sur le quotidien des populations. Le Cirex ne perd pas de vue les réalités environnementales de l'heure. Les ressources extractives représentent indéniablement une richesse pour nos pays, mais leur exploitation soulève de nombreux défis qu'il nous faut prendre en charge. Ces défis sont étroitement liés à la préservation de l'environnement face aux impacts de l'extraction non contrôlée. Il devient également urgent pour l'Afrique de répondre aux attentes croissantes en matière de transformation locale des ressources extractives et de développement des services connexes, afin de maximiser leur valeur ajoutée et de créer des emplois pour les populations et surtout les jeunes. Il est bon de rappeler que le continent émet moins de 4% de gaz à effet de serre, tandis que plus de 600 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à l'électricité. Dans un tel contexte, le chemin qui mène vers les énergies renouvelables ne saurait être le même pour tous. Nos partenaires bilatéraux et multilatéraux doivent donc apporter leur soutien technique et financier à l'Afrique dans sa propre mise en œuvre des énergies vives, vertes. Le vice-président Thiemo Komié-Lekone invite les jeunes à saisir les opportunités de ce salon. Organisé tous les 2 ans, le Cirex va permettre aux entreprises, aux investisseurs et aux décideurs politiques de se rencontrer, de partager leur expérience et de nouer de nouveaux partenariats sud-sud et nord-sud. Voilà une industrie extractive et énergétique qui est un levier de vitesse pour l'intégration de notre économie sur les marchés africains. La zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, est un des cadres définis à cet effet et le pays a réalisé une étude pour renforcer sa stratégie commerciale sur ce marché. Les résultats ont été publiés hier. Le rapport de Juliette Ouéa. Cette rencontre permet aux entreprises ivoiriennes d'exploiter un nouvel environnement commercial, la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Nous sommes dans la transformation du manioc. Notre activité, c'est l'exportation. Cet atelier va nous permettre de comprendre le fonctionnement de la ZLECAf, les avantages. Nous valorisons en fait le transport inter-Afrique et ça va être très instructif pour nous, parce que nous prônons vraiment le développement intra-Afrique. Et ça nous permettra également de savoir ce que la ZLECAf peut nous offrir par rapport à la facilitation des échanges. Depuis 2021, les pays africains échangent officiellement dans le cadre de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. La Côte d'Ivoire, qui a ratifié l'accord de la ZLECAf en 2018, a élaboré une étude visant à renforcer sa stratégie commerciale. Pour pouvoir mieux pénétrer ces marchés, le marché continental africain, il faut s'imprégner sérieusement sur le concept technique et opérationnel des règles d'origine. 8 produits et 2 services ont été identifiés pour positionner le pays comme leader dans le commerce intra-africain. Allant du manioc à l'anaca, en passant par le cacao, le karité, ainsi que le transport et les technologies de l'information. Les projections de la Banque mondiale estiment que la mise en œuvre complète de la ZLECAf pourrait accroître le revenu réel des Ivoiriens de près de 10% d'ici 2035 et générer des millions d'emplois à travers le continent. La zone de libre-échange continentale africaine englobe un marché potentiel d'environ 2 milliards de consommateurs. Intéressons-nous à présent à l'économie ivoirienne. Le secteur privé, on le sait, est un véritable moteur de croissance pour toute économie. L'État, qui ne peut se constituer tout seul sur le marché du climat des affaires, prend en compte les préoccupations et suggestions des opérateurs économiques. Un dialogue entre l'État et le secteur privé qui implique pour ce dernier l'application des réformes, un partenariat dont les actes sont désormais centralisés sur un portail électronique qui est opérationnel depuis le 20 novembre déjà et on le découvre avec Léon Pro. Mise en ligne officiellement par les représentants des ministres des Finances et du Commerce, www.ccspalécoute.ci, un site internet dédié aux opérateurs économiques et entreprises de Côte d'Ivoire. C'est leur plateforme pour le partage de leurs préoccupations et suggestions, mais surtout pour des échanges interactifs
avec le comité de concertation État-secteur privé. Dans l'ancienne formule, il fallait remonter la préoccupation à ton organisation, qui doit remonter à une fêtière, qui va remonter à nous. Nous, on va programmer la réunion avec les ministres. C'était un peu long, mais avec cette plateforme CCSP à l'écoute, un opérateur peut poster une préoccupation. Simplifier l'accès aux services du comité de concertation État-secteur privé, offrir aux opérateurs économiques une traçabilité complète de leurs requêtes, ce portail, un levier du développement et de la compétitivité des entreprises ivoiriennes. Francis l'a déjà expérimenté. Une fois, j'étais sur Facebook et puis je suis tombé sur la plateforme CCSP. Je suis rentré en contact avec eux et ils m'ont invité à venir partager mon expérience ou même ma difficulté avec eux. Ce qui a été fait un après-midi. Donc, je leur donne la documentation, ils regardent et bon, d'accord. Dans 10 jours, vous aurez un mail. Effectivement, 48 heures après, j'ai eu un mail me disant que j'ai eu mon agrément. Le comité de concertation État-secteur privé a investi à ce jour 330 milliards de francs CFA dans la croissance durable des entreprises. Une activité que vient booster le site internet www.ccspalécoute.ci. Voilà, un outil numérique qui favorise la traçabilité des actes. C'est une capacité que vise également l'armée ivoirienne pour le traçage des armes à feu. 18 agents des forces de défense et de sécurité de la Côte d'Ivoire se forment au processus international de traçage des armes. Ils bénéficient de l'expertise du bureau régional d'Interpol et du centre de traitement d'informations policières. Les détails avec Walter Amadouata. Consciente des enjeux et défis sécuritaires actuels, marqués par les actes terroristes, surtout dans la zone sahélienne, qui font peser sur les pays du littoral une menace grandissante, la Côte d'Ivoire joue la carte de la prévention. À travers la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères de petit calibre, comme NAT, ALPC, cette présente session de renforcement de capacité des agents des forces de défense et de sécurité vise à les outiller sur les nouveaux mécanismes de traçage des armes et munitions. Il s'agit de donner à tous ces éléments des forces de défense et de sécurité qui sont chargés de la gestion des armes et munitions de savoir donc comment suivre les traces des armes qui sont en leur possession de façon à sécuriser davantage la gestion des armes et faire en sorte que celles-ci ne tombent pas entre de mauvaises mains pour mettre à mal la sécurité de nos concitoyens et la stabilité de nos pays. Au terme de 2 jours de partage d'instructions, les participants seront capables de maîtriser les procédures et techniques internationales de traçage des armes. Il s'agit en tout de 18 agents des forces de défense et de sécurité et 2 experts qui nous viennent du bureau régional Interpol et du centre de traitement des informations policières, CETIP. La procédure se résume au suivi de l'arme à feu depuis son lieu de fabrication à son dernier propriétaire en passant par son importation légale. Les parlementaires ivoiriens sont également enseignés sur des procédés internationaux. Cette fois, ils portent sur l'angle des droits de l'homme. On le voit avec Julien Gogo et Godefroy Okambawa. Garant de l'adoption des lois, les parlementaires ont besoin d'être outillés en matière des droits de l'homme. Cette session mène la réflexion sur les organes de traité des Nations Unies et de l'Union africaine. À l'initiative du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, elle vient donc renforcer les capacités des députés et sénateurs. Dans le cadre de l'interaction entre le Conseil national des droits de l'homme et le Parlement, qui est bien tracé par un test international qu'on appelle les principes de Belgrade, qui a été ratifié par tous les États du monde, qui disent que les parlementaires doivent être informés régulièrement des instances des droits de l'homme par les institutions nationales des droits de l'homme. Aboulaye Ben Beïté, représentant des 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, a rappelé le rôle important des parlementaires dans la promotion des droits de l'homme. Selon lui, le Parlement ivoirien avait déjà pris l'initiative de mettre en place un mécanisme approprié à cet effet. C'est le lieu de rappeler de l'existence au sein de nos 2 institutions d'un réseau des parlementaires mis en place avec le concours du Conseil national des droits de l'homme qui a pour thématique la défense, la protection et la promotion des droits de l'homme. Cette formation permettra aux parlementaires d'être édifiés sur les organes
et traités africains et onusiens. La Côte d'Ivoire, un modèle pour la sécurité sociale en Afrique, et pour preuve, ce mémorandum signé entre la Caisse nationale de prévoyance sociale et l'Association africaine de sécurité sociale. La Côte d'Ivoire, par l'IPS-CNPS, se partagera pratiques et stratégies pour améliorer le taux de couverture sociale sur le continent africain. Davis Oyo. En Afrique, 17% de la population bénéficie de protection sociale, un taux inférieur à la moyenne mondiale qui est de 47%. Pour combler cet écart et rendre les systèmes de sécurité sociale sur le continent plus inclusifs, plus résilients et plus adaptés aux défis démographiques et économiques, la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, et l'ASA, Association africaine de sécurité sociale, formalisent leur cadre de collaboration. Les deux institutions signent un mémorandum pour faire bouger les lignes. Donc cette association permettra d'échanger pour que ceux qui sont en retard puissent avoir des expériences pour avancer. Il y a aussi l'épineuse question du financement du développement de l'Afrique. Nous avons tous des moyens, chaque caisse de sécurité sociale a des moyens, et nous pensons qu'en mettant ensemble ces moyens, nous pouvons influencer le développement des infrastructures dans nos pays. Cette démarche commune entre la CNPS et l'ASA vise également à améliorer les prestations offertes aux assurés, à développer des fonds de pension et des politiques d'investissement pour une extension de la couverture sociale en Afrique. Nous avons des challenges sur le continent africain, mais nous avons également des opportunités. Ce sont des opportunités que nous pouvons surmonter si nous nous mettons ensemble. Il s'agit par exemple des enjeux de conformité au niveau du continent, des enjeux d'efficacité de la protection sociale, des enjeux de digitalisation, des enjeux également de réglementation au niveau africain, mais également des enjeux d'investissement. Et nous pouvons y arriver si chacun joint ses efforts à ceux des autres à travers notre association. Ce protocole d'accord entre la Caisse nationale de prévoyance sociale et l'Association africaine de sécurité sociale marque le début d'une nouvelle ère dans l'univers de la protection sociale en Afrique. La sensibilisation à la sécurité routière en pleine messe dans une église. Vous y croyez? Eh bien, c'est réel. Les faits se sont déroulés au temple des béatitudes de l'église méthodiste du Plateau. Une initiative du ministère des Transports au cours de la 13e journée africaine de la sécurité routière. L'objectif, était de sensibiliser les citoyens aux dangers de la route et de promouvoir des comportements responsables pour réduire les accidents de la circulation. Dans le secteur de la santé, l'expertise de la Côte d'Ivoire en matière de gestion de crise sanitaire et les acquis de sa recherche se sont intégrés à la nouvelle Académie des sciences de la santé lancée à Dakhla, au Maroc, un outil de souveraineté sanitaire en Afrique qui compte parmi ses membres le professeur Chantal Kofi, une enseignante-chercheur à la faculté de médecine de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Didier Nguessan. Dakhla, dans le sud du Maroc, accueille le lancement de l'Académie africaine des sciences de la santé. Deux panels de haut niveau portent la réflexion. D'abord, sur les opportunités et défis de nouveaux vaccins en Afrique. Ça, c'est le résultat d'une leçon qu'on a appris pendant la pandémie de Covid. Parce qu'il y avait la vaccine européenne, il y avait les Américains ont fait, et la Chine aussi, l'Asie. Mais nous, les Africains, on n'était pas en mesure de créer nos vaccins nous-mêmes, mais il y avait un manque d'organisation. Une plateforme qui coordonne les connaissances africaines et les moyens pour créer quelque chose de valable pour notre système de santé. Ensuite, sur la coopération sud-sud pour la souveraineté sanitaire. La Côte d'Ivoire y prend part avec la faculté de médecine de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké et le Conseil national de l'ordre des médecins. Mettre en place cette académie qui va regrouper également des chercheurs, des scientifiques en matière de santé de tout le continent africain ne peut qu'aider chaque pays du continent. Et il s'agira justement de pouvoir fédérer les actions, de pouvoir fédérer les expériences des différents pays pour pouvoir créer nous-mêmes justement en matière de vaccins, envie de dire made in Africa. Le fait que d'avoir les mêmes formations, la même durée pour former le médecin généraliste chantant, ce médecin, si on le déploie, ils auront confiance parce qu'ils savent comment on l'a formé.
Donc c'est ça qui est vraiment important dans cette affaire. Donc dans cette formation des agents de santé, cette académie, je pense que les moyens seront mis pour que ça bénéficie effectivement aux populations, donc former les agents qu'il faut. Professeur Chantal Kofi est désigné membre de l'Académie. Un honneur fait à la Côte d'Ivoire qui renforce ainsi ses liens d'amitié et de coopération avec le Royaume du Maroc. Des formations pour une meilleure prise en charge des populations, comme on le voit sur cette campagne de traitement et de sensibilisation contre la bilharziose lancée dans tout le pays. Les enfants de 2 à moins de 5 ans sont la cible principale. Une campagne avec l'objectif d'étendre l'accès au praziquantel pédiatrique à l'échelle nationale. Un traitement, l'étape d'Agboville est présentée par Godefroy Okambawa. La schistosomiase ou la bilharziose, parasite chronique responsable de plusieurs maladies. Elle touche particulièrement les populations vivant dans des zones où les infrastructures d'eau et d'assainissement sont inadéquates. Depuis 2012, pour combler les lacunes dans le traitement et répondre aux besoins d'une formulation adaptée aux enfants, un comprimé au goût amélioré est fabriqué. Sa petite taille permet un dosage plus précis. Il a également été conçu pour être aussi stable dans les environnements chauds et humides. Afin de préparer son introduction dans les services de santé de routine en Côte d'Ivoire, 2 plateformes ont été identifiées. Il s'agit du programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive et le programme national de nutrition. L'étape de la ville d'Agboville avec le corps préfectoral a été l'occasion pour le lancement de ce projet. Sensibiliser, mobiliser pour que la population puisse prendre des médicaments pour prévenir les pathologies dont nous avons parlé aujourd'hui. Et nous espérons qu'ensemble, nous pourrons vraiment atteindre l'objectif que le pays, la Côte d'Ivoire, nous a fixé. Vous savez qu'un gouvernement responsable se doit donc de prendre en charge la santé de ses concitoyens. Et c'est ce qui est fait sous l'égide de notre président, son Excellence Alassane Ouattara, et à vous, mesdames et messieurs, qui avez reçu donc la bonne nouvelle. C'est à vous d'aller porter cette bonne nouvelle dans vos localités, dans vos maisons, dans vos quartiers, pour que tous nous soyons bien informés. La distribution du praziquantel pédiatrique se déroulera du 29 novembre au 2 décembre 2024 dans les districts sanitaires de Bangolo, Man et Agboville. La cible, les enfants de 2 à moins de 5 ans. Dans notre société, les stupéfiants sont une véritable gangrène. L'ONG Une Goutte d'Espoir sensibilise la jeunesse sur les effets de leur usage, suivant ce commentaire de Didier Nguessin. C'est les conséquences de la consommation de la drogue. L'ONG Une Goutte, un espoir, sensibilise ses élèves afin de les outiller à dire la drogue tue, non merci. Le thème de cette campagne en milieu scolaire. La drogue est une substance nocive pour les jeunes. Elle tue les jeunes, elle donne des maladies, des cancers. Alors tous ensemble disons non à la drogue. Il faut d'abord expliquer, informer les enfants d'abord de l'existence du danger et des implications, les conséquences de ce danger-là que cela peut avoir au niveau social et au niveau économique et même politique pour une nation. Selon l'ONG, plus de 200 élèves ont été interpellés dans les écoles et fumoirs en 2020. De quoi tirer la sonnette d'alarme. Ce que nos enfants doivent retenir, c'est que la drogue est un fléau et que la drogue peut les empêcher de mener à bien leurs études et qu'à terme, la drogue peut être un facteur de destruction. On l'a dit pour eux-mêmes, pour leur santé, mais aussi pour leur famille. Nous sommes là en ce jour pour dire que nous sommes de cœur avec cette ONG parce que nous voulons une jeunesse saine, une jeunesse responsable, une jeunesse qui sait dire non quand ça ne l'arrange pas. Les organisateurs, à travers cette campagne de sensibilisation, lance un appel à la prise de conscience afin que chaque élève devienne un acteur engagé dans la lutte contre la drogue et contribue à bâtir un avenir sans dépendance. Rendons-nous à présent dans la ville de Katiola avec la coopérative Wowijo Wamba. Elle porte le fardeau de la scolarisation des enfants de Katiola. Elle donne des vivres, des kits scolaires, mais aussi des vivres aux cantines scolaires. Voilà une association de femmes actives qui a retenu
toutes les attentions de Laure Goretti et Kader Sogodogo. Dans les zones rurales de Côte d'Ivoire, là où les défis économiques et sociaux sont nombreux, une lueur d'espoir brille grâce à des femmes qui, par leur travail collectif, se battent pour leur autonomie. À l'avant-garde, on retrouve la coopérative Woweyo Wombe. C'est une organisation agricole présidée par Téné Soro et qui lutte contre la pauvreté dans les zones rurales, notamment à Katoura. C'est un champ d'association. Si on a récolté, on donne en gros et puis on vend aussi. Il y a des gens, il y a des femmes qui font commande avec nous. Donc, eux, ils sont au marché. Il y a d'autres qui vont à Tabakala, on enlève aussi pour aller leur donner. Il y a d'autres qui vont à Nyakara, donc on donne aussi. Et ça va vendre à Nyakara. Les femmes de la coopérative cultivent des fruits et des légumes. Ces cultures réalisées leur permettent de nourrir leur famille, mais aussi de générer des revenus réguliers. Moi, j'ai un seul fils. En tout cas, je grue pour lui. Il a Korogo, il fait l'université. Même avant-hier, il vient de partir. Il m'a demandé portable, j'ai vendu mon chou et j'ai payé portable là pour lui à 100 000. Je me débrouillais au marché pour placer les aubergines, ça n'allait pas. Donc il y a la belle-mère aussi qui fait tout ça. Donc elle m'a conseillé de venir essayer de faire un peu. Aujourd'hui, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu et tout ce qu'on fait au niveau des enfants à l'école, quand monsieur ça ne va pas, j'arrive à soutenir. La coopérative Woweyo Wombe mène aussi des actions sociales à travers le don de kits scolaires aux élèves et le ravitaillement des cantines scolaires de la ville. L'une des forces de cette organisation est son modèle coopératif qui repose sur la solidarité et le partage des ressources. On a assis comme ça, on a vu, et si on s'est regroupé là pour... Il y a d'autres qui ne savent pas faire chou. Maintenant, quand on s'est regroupé là, tout le monde sait faire maintenant. Il y a d'autres qui n'ont pas l'argent, mais quand on fait comme ça là, il y a d'autres qui ont un peu de monnaie dans l'air, mais même si ce n'est pas beaucoup, ils ont un peu. Au-delà de l'aspect économique, cette association incite les femmes à prendre leur place dans la société et à s'affirmer en tant qu'actrices de développement. Woweyo Wombe, les femmes fortes de Ketiola. Et nous restons dans le handball et apprécions ensemble l'embellie de Fronan. La cité est en chantier sous la houlette du conseil municipal, en plus des réalisations du gouvernement. Des routes sont créées, le raccordement en électricité est constaté, également l'adduction en eau potable, des travaux d'assainissement et la construction d'écoles et d'autres infrastructures pour développer toute cette cité. Le budget de la commune a dépassé le demi-milliard, nous disent Gervais Kwasi et Soro Corona. Fronan, commune du département du Ketiola dans la région du Hambol, fait sa mue. Les 5 quartiers de la cité sont désormais accessibles. Les voies bien reprofilées sont prêtes à être revêtues de bitume. Le plateau technique des centres de santé est de plus en plus relevé. Le taux de couverture en électricité et en eau potable s'est considérablement accru. Ces facteurs de développement, qui sont conjointement à l'actif du gouvernement et de l'équipe municipale, ont favorisé l'éclosion d'activités génératrices de revenus. Le budget primitif de la mairie a atteint la somme record d'un peu plus de 500 600 000 francs CFA. La nouvelle a été accueillie avec ferveur lors de la 4e session du conseil municipal sous l'ère Kinapara Koulibaly. Nous avons prévu l'acquisition d'un certain nombre d'équipements qui permettront de rendre la collecte des déchets beaucoup plus efficace. Il s'agit également de renforcer tout ce qui est dispositif socio-éducatif. Bien qu'étant satisfaites des réalisations, les populations demandent un peu plus. Il y a un peu manquant d'écoles primaires comme les collèges. Je veux que le maire n'a qu'à nous aider, nous les femmes, les jeunes aussi. Il n'a qu'à faire plus. Les lieux les plus reculés commencent à avoir la lumière. Ça, c'est déjà un très bon qu'il faut améliorer. Ensuite, au niveau de l'adduction d'eau, il faudrait qu'il y ait une très grande encore satisfaction. Il y a une amélioration. Dans les années 2015, on pouvait faire 1 à 2 mois. On n'a pas d'eau dans nos robinets. À Fronan, tous regardent dans la même direction, celle du développement et de l'union de toutes les filles et de tous les fils, tant d'origine que d'adoption. Une action sociale dans la région du Tongpi avec le ministère de la Cohésion nationale, la solidarité, la lutte contre la pauvreté qui a organisé la cérémonie de partage des épargnes des associations de valorisation de l'entraide communautaire avec des bénéficiaires du programme des filets sociaux productifs. Il était question de consolider le rapprochement et la solidarité entre les membres de ces associations. La cérémonie s'est déroulée dans le jardin de la préfecture de
demain en présence de plusieurs personnalités, des chefs coutumiers et représentants de 42 avec des départements de Mans et de Biancouma. L'actualité hors de nos frontières, nous partons en Ukraine. L'Ukraine, dans le pays, le président dénonce une nouvelle attaque massive contre ses infrastructures énergétiques et dit avoir dû procéder à des délestages, notamment à Kiev, alors que les températures avoisinent en ce moment les 0 degrés Celsius. Une alerte aérienne a été déclenchée à l'échelle de tout le pays. L'armée de l'air ukrainienne faisait état de tirs visant les régions d'Odessa, Kirovograd, Kherson et aussi de Mykolaïv et dit avoir intercepté 79 missiles et 35 drones dans la nuit, à un moment où Moscou intensifie sa pression militaire sur ce pays après l'élection de Donald Trump. C'est ici qu'on s'arrête pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve lundi avec la même bonne humeur à 13h. À 20h, retrouvez Marilyn Goran pour le journal. Bon après-midi chez vous.